passé derrière Cédric. Ouais. Quel est ce passé? C'est un passé d'ancien fonctionnaire d'abord, Mhm. où je me suis occupé des sanctions financières contre l'Irak et la Libye, et puis aussi des luttes contre le blanchiment. Et c'est là où j'ai un peu appris ces sujets de souveraineté, et où j'ai rencontré des gens dans l'appareil d'État, diplomates, j'ai d'ailleurs été moi-même diplomate aussi, des policiers, aussi des gens du contre-espionnage, et qui m'ont permis de nourrir ensuite mes livres, romans policiers, puis depuis peu romans d'espionnage. Étant jeune, qu'est-ce qui a amené à ce métier-là? Tu as 17-18 ans, qu'est-ce qui va te faire bifurquer Je trouvais que c'était intéressant de travailler pour l'État. En France, c'est assez habituel d'aller passer 5 à 10 ans pour l'État avant de partir dans le secteur privé, pour avoir une expérience dans le service public avant d'aller gagner des sous. Donc je trouvais que c'était intéressant. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire un service militaire? Non, en fait, il a été supprimé il y a quand même maintenant assez longtemps. Ah, déjà, oui, ça va vite. On ne voit pas les décennies passées, effectivement, quoi. Donc, sur le terrain, il y a des choses qui t'ont marqué, et un beau jour, tu t'es dit, tiens, je vais quand même une fois mettre ça sur papier, quoi. Comment a démarré le premier roman? En fait, le premier roman, il a démarré après... j'étais diplomate à Londres, je m'ennuyais un peu, ma copine était à Paris. Et donc, j'ai décidé un peu sur un coup de tête d'écrire un livre. Finalement, c'était assez facile de l'écrire, plus que j'aurais pensé. Et je l'ai envoyé à Robert Laffont, et ils l'ont publié tout de suite. D'accord, oui. Et tu as fait quelques séries chez eux, ça? Et en fait, j'ai fait 7 livres chez eux avant de bifurquer chez XO. D'accord. Évidemment, tu es toujours dans l'actualité, dans les différents ouvrages que tu as écrits. Et ici, évidemment, avec les fantômes de Kiev, tu fais frissonner tes lecteurs. Parce qu'on voit plein de choses qui se passent à la télévision, mais là, tu soulèves un petit peu un voile, tu ouvres une baraque dans la nature, dans la campagne, et tu nous montres des choses qui se passent sur le terrain. Mais avant tout ça, il y a des préparatifs qui se tiennent, il y a des magouilles qui se préparent en France, il y a des choses qui sont surveillées via la Russie. Parle-nous un petit peu du début de l'ouvrage. Alors, le début de l'ouvrage, il commence par la mort d'un informateur des services français qui voulait donner une information au sujet d'un complot des Russes contre l'OTAN pour nous punir de notre soutien à l'Ukraine. Il est tué avant d'avoir pu révéler ce qu'il savait, mais du coup, sa mort va déclencher une enquête. Et il y a un agent de la DGSE qui s'appelle Edgar Van Scana, qui est franco-hollandais, qui va se rendre sur place pour enquêter. Et en fait, son enquête va lui permettre de retrouver les éléments du complot et après d'essayer de remonter par une enquête la filière. Mais son contact que ce personnage devait rencontrer là-bas disparaît. Oui. Tu connais ce métier-là? Quel métier Que le contact avait lorsqu'il devait remettre les éléments, lorsque le journaliste devait remettre... Oui. Bon, cette dame se fait rapidement... explique-nous un petit peu le rôle, avant qu'elle ne disparaisse, quel est le rôle de cette personne, un petit peu, du contact qu'il avait sur place. Donc en fait, cet agent ukrainien traité par un Français, donc il a ce qu'on appelle un officier traitant. Voilà. Donc un officier traitant, c'est quelqu'un qui, dans les services de renseignement, gère une source. Et donc, dans le cas d'espèce, c'est une jeune femme qui est officiellement au centre culturel français en Roumanie et qui en réalité est une jeune agent de la DGSE qui malheureusement va avoir beaucoup de difficultés dans son enquête. Oui, d'accord. Évidemment, la disparition de ce personnage-là va enclencher alors l'arrivée d'Edgar. Exactement. Et Edgar, son rôle, ça va être d'essayer de voir derrière les apparences ce qui se passe vraiment. C'est quelqu'un qui est très déterminé. Et il se rend compte assez vite qu'il a en face de lui non pas des Russes normaux, mais la meilleure unité d'élite des services russes, qui s'appelle l'unité 2955. C'est une unité qui existe vraiment, en fait, au sein du GRU, les services de renseignement militaire russes. Mais ce n'est pas une dame qui dirige ça. Mais dans ton bouquin, bien... Alors, en fait, elle ne dirige pas directement le GRU, c'est une femme qui dirige les opérations spéciales dans le cabinet de Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'un personnage comme ça existe? On sait qu'il y a des personnages, évidemment, qui gèrent ça. Est-ce qu'il y a une personne unique? On ne sait pas. On ne connaît pas leur nom. On sait qu'il y a des hommes et il y a des femmes. Voilà. Donc là, j'ai incarné cette fonction par cette femme qui s'appelle Olga Ralevskaya, qui est générale, et qui est quelqu'un de très important dans le dispositif. Mais tu nous montres justement la puissance de ce personnage, évidemment. Et oui, parce que dans tous les pays du monde, quand vous êtes au niveau suprême du pouvoir, et que vous gérez en plus ce type d'opération spéciale, vous avez un peu un pouvoir de vie et de mort. Alors, dans les pays occidentaux, on ne sait pas trop comment ça se passe, mais a priori, c'est quand même très encadré. En Russie, les moyens ne sont pas très importants, ce qui compte, c'est le résultat, et on s'embarrasse moins de considérations éthiques.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc quand la guerre en Ukraine se déclenche, est-ce que tu avais déjà l'idée ou bien c'est cette guerre qui a déclenché un petit peu l'ouvrage en question? En Ou fait, bien est-ce que c'était déjà en préparation non, j'avais depuis longtemps l'idée de faire un livre qui se passerait dans le Donbass, et puis j'avais renoncé à le faire parce que c'est vrai que j'aime bien faire des livres dans des paysages un peu d'exception. J'ai eu beaucoup de séries qui sont passées en Afghanistan, avant c'était le Japon, et c'est vrai que le Donbass c'est très plat, c'est très vilain, et donc je ne voyais pas comment ça pouvait attirer le lecteur. Et puis finalement, bah, la guerre m'a donné matière à transporter une histoire là, et je suis parti d'un présupposé qui est vrai ou pas, c'est de la fiction, qui est que les Russes, à côté de la guerre officielle, mènent une guerre secrète contre les pays de l'OTAN, la France, mais aussi la Belgique, la Hollande, tous les pays européens, pour les punir de leur soutien à Vladimir Zelensky. Mais en attendant, Edgar est un personnage fragilisé par un fait qui tu peux nous en parler? Edgar, il a perdu sa fiancée qui a été tuée en France, et qui, alors qu'elle était enceinte de leur enfant, et donc il ne s'est pas vraiment remis de ça. Donc c'est un garçon qui, sous des apparences de force et voilà, est quand même assez déchiré, et qui a du mal à nouer des relations parce que dans sa tête il est toujours fiancé. Bon, dans le groupe dont il fait partie, on sent que vraiment ce sont des gens très soudés. Un simple regard permet un petit peu de faire passer un message. Parle-nous un petit peu de ce groupe très spécial, quoi. Alors en fait, j'ai essayé de mettre dans le cadre d'un groupe d'action secrète le type de dynamique qu'on peut retrouver dans tous les groupes de gens qui risquent leur vie ensemble. Ça peut être des policiers, ça peut être des militaires, ça peut être des convoyeurs de fonds, des gens qui à un moment donné savent que voilà, ils s'en sortiront ensemble ou ils peuvent éventuellement mourir ensemble. Et donc j'ai voulu créer une dynamique de groupe où il y a des hommes, des femmes, voilà, des gens assez différents pour montrer comment dans le cadre d'une mission secrète où il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de dangers, les gens se font confiance et fonctionnent ensemble. Et quand en face, il y a le même genre de groupe, il y a du carnage alors. Alors en face, il y a le même genre de groupe, alors avec peut-être un petit peu moins de sentiments en face, puisqu'encore une fois, en face... Ils sont très sadiques là. Oui, alors il y a des sadiques, puis il y a des gens qui font juste leur boulot. Entre guillemets, la méchante, Olga Aranevskaya, c'est pas quelqu'un qui est entre guillemets méchante justement. Elle est sans pitié, elle n'a pas de barrière morale, mais en fait elle n'éprouve pas de plaisir à faire tuer des gens. Elle fait son boulot jusqu'au bout, avec une espèce de détermination. On voit d'ailleurs dans le livre qu'elle a une espèce de tableau dans son bureau qui représente un paysage d'un grand peintre russe, et elle se sent un peu comme le personnage de ce tableau qui est un peu seul contre tous, contre les éléments, dans un pays où la géographie est très violente, et donc qui façonne un peu les hommes aussi avec de la violence. Bon, il y a l'homme et la foreuse là-dedans, dans cette équipe. Oui, mais parce ça, que... c'est un sadique, ça. Mais oui, parce qu'en fait, l'ancien KGB qui est devenu maintenant, voilà, qui s'est coupé en plusieurs morceaux, c'était une police secrète d'un régime dictatorial, et les régimes dictatoriaux, ils n'utilisent pas définition des gens qui sont violents. Parce qu'en fait, ce type de fonction, on a tous les pouvoirs sur les autres, attire naturellement les gens qui sont plus violents et plus sadiques que les autres. Alors que dans les pays occidentaux, c'est l'inverse. Toute la formation et toute la sélection à l'entrée, elle vise à éviter d'avoir des personnages qui vont faire leur mission avec sadisme. Donc en fait, on va avoir une sorte d'anti-sélection en France, en Belgique, aux États-Unis. On va tout faire pour éviter d'avoir des gens comme ça. Dans les pays dictatoriaux, on va tout faire pour avoir des gens comme ça. Ça va être juste l'inverse. Une grande partie de l'ouvrage se déroule à Bucarest. Oui. C'est vrai que est-il vrai que dans la réalité, il y a une symbiose pour l'Europe vis-à-vis de Bucarest? Bah oui, Parce qu'il y a vraiment une synergie extraordinaire là. Oui, bah, la Roumanie, c'est un grand allié de l'Europe, c'est un pays membre de l'Europe d'abord. Voilà, et du coup, bah, voilà, c'est un pays européen comme un autre. Et comme aujourd'hui, ils sont un peu en première ligne, parce qu'en fait, ils sont quand même tout près de la Russie, et ben, on se rend compte dans le livre que ce petit changement qui est d'ailleurs un grand changement d'arriver sur la manière dont en fait, on voit l'Europe de l'Est, qui autrefois avait finalement été rentrée un peu par effraction dans l'Union européenne. Et aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est la frontière qu'on a avec un pays ennemi qui est la Russie. Et donc, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus d'influence, on les écoute plus, alors qu'autrefois, c'était un peu les nouveaux cousins. On ne va pas parler de la mission de guerre, parce que évidemment, c'est tout le bouquin. Moi, je trouve qu'il ne faut pas en parler. Mais je vais revenir en France, où est-ce qu'il y a encore des possibilités d'attentats terroristes en France de la part
des islamistes. En France, en Belgique et dans tous les pays européens, la menace est, semble-t-il, encore très élevée. Alors, ce n'est pas une menace organisée comme avant avec des réseaux internationaux, parce qu'ils ont été quand même largement détruits. Par contre, il y a des groupes qui s'auto-excitent. On a appris là ce matin qu'il y avait des islamistes qui voulaient attaquer la Gay Pride en Autriche, je crois, le week-end prochain. Voilà, donc il faut bien être conscient qu'il reste un bouillonnement de gens qui n'acceptent pas nos valeurs et qui sont prêts à la violence pour faire triompher leurs idées. Bon, quand on élabore ce genre d'ouvrage, est-ce qu'au départ tu as un plan? D'accord, il y a Edgar. Est-ce que les autres personnages viennent d'eux-mêmes ou bien au départ tu sais déjà, tu as structuré? Comment est-ce que tu construis ce genre? Alors il y a beaucoup de manières d'écrire un livre. Oui, oui. Moi la mienne c'est justement de n'avoir aucun plan. Donc j'ai la trame de l'histoire bien évidemment, qui tient sur 20 lignes, mon héros. Et pour le reste, j'écris le livre et je crée des personnages au fur et à mesure du livre. Ce sont les interactions entre les personnages qui te font, comme sur un billard, les boules partent et tu vois. Exactement, et on ne sait jamais exactement où ça va aller. Pour moi, l'intérêt, c'est qu'à la fin des fins, il s'agit d'un livre de suspense. Et si je ne sais pas où je vais aller à la fin du livre au début, ben, le lecteur ne peut pas le savoir non plus. Et donc, il y a tellement de possibilités au fil des mois d'écriture que je suis certain que voilà, le côté page-turner va marcher. D'ailleurs, il marche. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on me dit toujours, on peut aimer ou pas aimer, mais en tout cas, je crois que le suspense est là. Et en fait, pour moi, c'est ça la promesse qu'on fait au lecteur. On fait au lecteur la promesse d'un livre à suspense où il y aura du plaisir et l'envie de tourner les pages. Ce n'est pas trop dangereux de parler un peu de la marine française et du rôle de la marine? Non, tout ce que j'ai mis sont des éléments connus. D'accord. Et j'ai pas trahi de secret d'aucune manière, donc il n'y a pas de risque. C'était plus risqué quand j'écrivais des livres sur les talibans, où vous pouvez parfois avoir des mots un peu durs. Là, il n'y a aucun problème. Physiquement, comment il est, Edgar? Edgar, il doit ressembler à Monsieur Tout-le-Monde, comme tout bon espion. Il ne faut pas qu'il soit trop caractéristique. S'il a l'air d'être ce qu'il est, par définition, il ne peut plus travailler. Ce qui le différencie, c'est pas par exemple sa forme physique, ou bien qu'il soit un très bon combattant. Ce qui le caractérise, c'est sa capacité imaginative et de décision. Il est capable de déceler des problèmes avant qu'ils n'arrivent, à se mettre en perspective, et à prendre des décisions fortes, y compris en refusant d'obéir aux ordres de ses supérieurs, quand il pense qu'il en va du bien de la mission ou de sa vie. Est-ce que ce personnage pourra évoluer dans le temps, c'est-à-dire avoir une autre carrure, une autre stature, un autre rôle, ou bien toujours un homme de terrain? Comment l'imagines-tu un peu? J'imagine assez bien comment il sera dans 10 ans. C'est le Tu cap. penses le garder? Oui, si les lecteurs continuent à le demander, oui. Il est quand même très jeune, il a maintenant 34 ans, il en avait 33 derniers livres. Donc je veux le faire évoluer vers peut-être un peu plus de maturité, tout en lui gardant son côté un peu chat sauvage. Oui, est-ce qu'il va résister à tous les coups de bâton qu'il va recevoir? Je ne sais pas. Parce que tu le casses chaque fois presque. Oui, c'est un combattant, donc on voit déjà quand même qu'il est parfois un peu fatigué. Dans le dernier livre, il avait mal au genou, il ne pouvait pas continuer la mission, il fallait que ça avance plus lentement. Bon voilà, c'est pas un surhomme, c'est un homme, et donc il va évoluer comme un homme. Mais s'il évolue comme un homme au niveau sentimental, alors comment va-t-il faire? Ça je le sais, mais je ne peux pas encore le dire parce que ce sera l'objet des prochains livres. D'accord. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un personnage qui doit être dans son temps. Donc par rapport à des héros qu'on a connus comme Malcolm, le héros de Gérard de Villiers, ou d'autres héros espions type James Bond, il faut qu'il soit plus dans son temps, donc il ne faut pas qu'il soit consommateur de femmes. Voilà, il faut qu'il respecte les femmes. Donc il faut lui donner à la fois de l'épaisseur, il faut que ça reste un héros, donc il est entre guillemets mieux que nous, mais il doit rester crédible et c'est pas voilà, quelqu'un qui utilise les autres, il doit être moderne. Le titre? Du prochain livre? Non, de celui-ci. Les fantômes de Kiev. Oui, pourquoi ce titre? Alors les fantômes, parce qu'Edgar, il est comme un fantôme quand il enquête, il doit être là sans qu'on le voie. Ceux à qui il s'attaque sont également comme des fantômes. Ils doivent mener leur mission, qui est une mission très grave, il s'agit de punir et de porter la guerre de manière secrète dans des pays européens. Donc c'est en fait une lutte entre des gens qui sont là mais ne doivent pas apparaître au grand jour. Et de Kiev, parce que tout l'enjeu évidemment, c'est autour du conflit ukraino-russe. Alors quand l'ouvrage est remis chez l'éditeur, comment se travaille la couverture?
Alors, Elle est magnifique. Hein. Est-ce qu'il y a eu d'autres projets que tu as repoussés ou bien d'emblée ils ont senti l'atmosphère et pouvoir... alors Comment ça s'est passé? d'abord, le titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon éditeur. Moi, j'avais un autre titre. Et il m'a proposé ce titre parmi d'autres que j'ai accepté. La couverture, c'est pareil, je pense que l'auteur, il est propriétaire entre guillemets du texte, mais une fois qu'il le donne à l'éditeur, c'est l'éditeur qui doit trouver le meilleur moyen de donner envie au lecteur de le lire. Et donc j'ai fait confiance à l'éditeur sur cette couverture. J'ai juste demandé qu'on mette un peu plus de bleu dans la couleur pour rappeler les couleurs du drapeau ukrainien, bleu et jaune. Eh bien, Cédric, je te remercie d'être venu. Je t'en prie. Je pense que ton agenda, ton timing est très serré. Non, je t'en prie. C'était un plaisir de te recevoir. J'étais ravi d'être là. Merci. Voilà.